Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec un nouveau tuto Shoe and Flower. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une petite carte à l'aquarelle dans un format rond. Alors moi, cette carte-là, elle viendra se loger dans une boule en plexi parce qu'il m'en restait quelques-unes à faire encore. Donc ce sera dans une boule en plexi, mais ça peut très bien, si vous n'avez pas forcément de boule en plexi, coucou, chez vous, ça peut très bien être un format de carte comme ça, un petit peu original en format rond. Et vous allez voir qu'avec le choix des tampons et la mise en scène, le côté rond va renforcer aussi l'esprit. Je travaille ici sur le papier centenaire en version grain torchon. Alors, c'est pas forcément une volonté de ma part, c'est que je me suis trompée quand j'ai pas fait attention quand j'ai pris mon bloc. Et je suis très conditionnée par la couleur de mon bloc Fabriano qui est dans les teintes de mauve pour le grain fin. Et chez Centenaire, en fait, le grain fin, c'est le bleu et le grain torchon, c'est le mauve. Donc, il y a eu, voilà, j'ai un bug. Et en fait, j'ai pris ce bloc-là en pensant que c'était le grain fin, mais en fait, c'est le grain torchon. Alors, justement, chez Centenaire, le grain torchon, il a pas un grain trop fort. C'est juste l'aspect du papier qui est super intéressant d'ailleurs en grain torchon. Il a un côté velours, quelquefois même effet faux cuir. Suivant les aquarelles qu'on utilise dessus, vous verrez ça à la fin. Il est super intéressant et du coup, il est grain torchon, mais c'est pas non plus quelque chose de trop fort. Enfin, moi, ça me convient bien. Le grain torchon est un peu compliqué à utiliser quelquefois. Celui de la version Centenaire est vraiment super facile. J'ai tracé le gabarit de ma boule en fait pour me déterminer la scène à construire. Donc petite technique de masquage ici. Je vais pas recoller mes éléments par-dessus, ici. Je limite les épaisseurs sur cette boule-là. Alors, je vous ai pas fait le verso en vidéo, vous verrez ça sur les photos à la fin. Parce que c'est vraiment le même tuto que ce que je vous ai déjà proposé. Donc, je vous l'expliquerai. Là, j'ai mis de la 3D, mais sur cette partie-là, c'est vraiment que de la 2D. Il n'y a pas du tout de surépaisseur. Donc, c'est pour ça que j'utilise la technique du masquage ici. Donc, moi, j'ai des vieux post-it qui collent presque pas. Mais c'est pas gênant en fait pour utiliser cette technique-là. Enfin, là, c'est plutôt simple. J'ai pas beaucoup d'éléments non plus. Donc, ça reste un peu en place, mais voilà, ça se décale un peu quelquefois. Je le remets bien avant de tamponner et puis ça suffit. Et donc, je vous le répète, la technique du masquage, ce qui sera masqué restera en premier plan et les tampons que vous viendrez mettre par-dessus, eux, arriveront juste derrière en deuxième plan. Donc, c'est une petite gymnastique de représentation dans l'espace. Bon, quelquefois, on se trompe, hein, mais le principal, c'est que votre élément en fait, central, votre focus, il soit bien en premier plan. Et puis après, là, pour les sucettes, s'il y en a une devant, une derrière, et c'est pas ce que je voulais, bon, c'est pas très grave pour les sucettes entre elles. Le principal, c'est que ma petite maisonnette, elle soit bien en premier plan. Donc, quand j'ai vu cette planche de tampons, j'ai tout de suite eu envie de travailler en fait cette petite maisonnette dans une forêt de sucreries. Donc, j'avais envie d'un esprit comme ça, un petit cocon un peu, et d'avoir la petite maison, et puis d'avoir à la place des sapins, ça je vous l'ai dit déjà, à la place des sapins, d'y mettre des sucettes pour faire une petite forêt comme ça, un petit peu enchantée. Donc du coup, bah voilà, je suis partie là-dessus. J'ai pas réussi à placer de personnages ici. Voilà, j'ai essayé de mettre certains personnages, mais en fait, l'élément principal ici, ce sera vraiment la maison et on va avoir un paysage. Voilà. Sans petits personnages pour une fois, mais voilà, je vais rajouter un texte ici, puis on aura une petite scénette hivernale. Je travaille avec mes aquarelles Isaro et puis la palette que vous voyez là à ma gauche, c'est ma palette de tous les jours parce que je vais utiliser un petit peu de sépia puis quelques couleurs quand même ici. Donc, mon point de départ à la créativité ici, c'est souvent ce que vous me demandez. Comment est-ce que tu as eu l'idée de faire ce combo couleur-là? Comment ça devient? Voilà, comment ça se passe? Eh bien là, en fait... j'avais envie d'utiliser le rose nacré Isaro, qui est une couleur que j'aime énormément, qui est un très joli rose, vraiment, là, quelquefois sur les aquarelles qui sont un petit peu spéciales, celles qui sont pailletées, irisées, c'est pas qu'elles n'ont pas d'intérêt, parce que bon, ouais, moi j'en ai et je les utilise de temps en temps, mais voilà, c'est juste de l'aquarelle avec des paillettes dedans, bon.
celui-ci, c'est vraiment nacré en fait. C'est vraiment un joli rose et quand il sèche, il y a vraiment une impression comme ça, un petit peu de glaçage sucré. Et c'est vraiment une couleur qui est super intéressante. Donc c'était mon point de départ à la création ici, c'était d'utiliser ce rose nacré clair d'Isaro. Et ensuite, j'ai travaillé le combo couleur en fonction de cette couleur-là. Donc, sur un jus plutôt dilué au début, je viens travailler en fait mon ciel avec cette couleur-là. Et ensuite, pour travailler un peu l'ombre, j'ai renforcé la couleur en utilisant le rouge cadmium foncé d'Isaro encore. C'est le seul rouge que j'ai chez Isaro pour l'instant. Donc voilà, j'ai essayé de voir avec mes couleurs et c'est l'occasion pour moi aussi de tester mes aquarelles et de tester les mélanges et de voir comment les aquarelles réagissent les unes avec les autres. Donc j'essaye de rester plutôt concentrée sur mes aquarelles Isaro en ce moment et ensuite quand je veux compléter, j'ai toujours mes aquarelles Sennelier, mais voilà, c'est essayer de trouver, de faire des combinaisons pour voir comment les aquarelles réagissent. Pardon. Donc un petit peu de rouge cadmium foncé pour travailler en fait les contours. Si vous travaillez comme moi pour vous créer une boule en plexi, cette étape-là n'est pas forcément nécessaire parce que vous allez avoir un effet loupe qui va être provoqué par la boule en elle-même en plexi et du coup le côté bombé vous allez l'avoir tout de suite rien qu'avec la boule. On a un effet comme ça, une illusion d'optique qui vient créer en fait le côté bombé avec la boule en plexiglas. Si vous utilisez en fait juste un format de carton, c'est intéressant de le faire un peu quand même, travailler sur les extérieurs un peu plus foncés, pour justement qu'on ait un aspect de volume, un aspect de volume comme ça. Normalement d'ailleurs, pour avoir un effet encore plus bombé, il faudrait le travailler un petit peu plus, revenir avec même carrément un peu de sépia pour travailler les extérieurs. Donc voilà, et donc le rose nacré d'Isaro, ma couleur de base. Ensuite, j'ai travaillé avec le rouge cadmium dans mon mélange de rose pour travailler les ombres. Et du coup, je me retrouve avec une couleur de ciel qui ressemble un petit peu au vieux rose. Donc c'est une couleur de rose un peu vieillie, comme si j'avais mis du sépia dedans. Et donc, pour travailler le reste de mes éléments, en fait, pour trouver le bon choix de couleurs, je voulais quand même des couleurs qui soient vibrantes pour pouvoir rehausser, donner un petit peu de peps à ma scène. Mais il ne faut pas que je sois trop flashy non plus parce que du coup, on n'aurait plus de cohérence. Alors, ça peut se faire aussi, mais moi, je voulais garder l'harmonie de ce combo couleurs-là. Donc, il fallait que je trouve le juste milieu entre une petite dose de peps, mais pas trop non plus. Donc, je suis partie avec le rose Isaro, qui est un rose plutôt flashou, qui ressemble un petit peu au pourpre Helios de Sennelier. Et donc ça, c'est ma couleur de base. Et ensuite, je l'ai travaillé pour le toit en la diluant quand même pas mal pour avoir une première couche et voir un petit peu ce que ça donnait. Quand on dilue beaucoup une couleur, on l'adoucit. Donc je risquais pas en fait de me retrouver quelque chose de trop flash d'un coup. Et ensuite, j'ai pris un peu plus de pigment et j'ai désaturé un tout petit peu avec un peu de sépia pour pouvoir avoir une sorte de violine qui soit un petit peu moins punchy. Et puis, à la base de la tasse, là, tout en haut, là où c'est le plus foncé, là où il y a le plus d'ombre, je suis revenue avec un petit peu plus de sépia et j'ai marqué vraiment, en fait, les contrastes à cet endroit-là, donc en haut de la tasse et de chaque côté. Qu'est-ce que je suis... Voilà, donc là c'est la petite base de la tasse. Pour travailler les murs de la maison, je suis partie sur un bitume très dilué pour avoir un petit beige. Et je suis revenue avec un peu de sépia pour marquer les ombres à droite. Et j'ai attendu que le papier en fait soit un petit peu moins humide pour pouvoir retravailler juste sous le toit en fait de la petite maisonnette avec la pointe de mon pinceau et du sépia pour venir assombrir à cet endroit-là et créer un effet de 3D, en fait un effet de volume, comme si j'avais découpé en fait le toit de la tasse et je l'étais venue le coller par-dessus. Pourquoi j'ai attendu que mon papier soit un peu moins humide? C'est parce que du coup, quand le papier est humide mais pas trop, il va diffuser un peu la couleur mais beaucoup moins vite et sur une beaucoup moins grande surface. Donc ça me permet de contenir comme ça ma couleur et éviter que le sépia vienne manger un peu trop mon motif. Donc voilà, donc ça c'est pour la maison. Je vais revenir, la porte c'est comme pour le toit.
Et je vais revenir après travailler un peu plus les détails. Alors ensuite, pour la forêt de sucettes et de sucreries, là encore, quelle couleur choisir puisque j'ai mon vieux rose comme ça sur mon ciel. J'aimerais, alors souvent quand je travaille les combos en fait avec des couleurs chaudes comme ça, je suis beaucoup dans le rose, dans le fuchsia, dans le jaune, dans le orange, voilà. Donc ça, des couleurs qui sont bien peps. Ici, je peux pas trop me permettre de mettre mes couleurs habituelles pures parce qu'en fait, ça va être encore une fois trop flashy par rapport à la tonalité de ma scène globale. Donc, je veux rester dans ce côté-là. Donc, encore une fois, j'ai essayé de trouver le bon mélange et la bonne désaturation pour éviter que ce soit trop terne. Garder quand même quelque chose de coloré, mais que ce soit pas trop peps non plus pour que ça s'intègre bien dans la scène. Donc, je suis partie avec l'orange de Chine, qui est une couleur sennelier. Et ensuite, j'ai mélangé cet orange de Chine avec un petit peu du rose Isaro. J'ai essayé d'être plus dans les roses pour ces grands sapins-là. Donc, vraiment partir sur ce côté-là. Un côté un peu pêche, en fait, quand même. Et j'ai désaturé un tout petit peu avec le sépia pour me permettre d'avoir une couleur un petit peu moins flash. Et c'est ce qui me donne en fait ces sapins de chaque côté. Donc on est dans le rose avec une pointe de orange. Vous avez vu, elle est trop belle. J'ai fait un test de couleur. En fait, c'est l'orange de Chine avec la laque jaune de Sennelier qui me donne une couleur proche de l'orchinacridone aussi, un peu moins jaune, mais très jolie. Donc, je garde le mélange pour une prochaine fois. Mais bon, là, c'était trop flashouille du coup par rapport à la scène que je voulais. Par contre, ça me sert de base quand même pour travailler les deuxièmes sucettes qui sont en tortillon là. Et donc c'est ce mélange-là principalement, et j'ai désaturé avec un petit peu de sépia, mais pas trop non plus pour pas que ce soit marron, pour avoir cette couleur de sucette. Donc là, vous voyez, je suis dans un combo couleur de rose, mais un petit peu vieilli, quoi. On est vraiment dans ce côté-là, c'est un petit peu hivernal aussi, hein, on reste un petit peu dans cet esprit-là. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai marqué ma ligne de sol en travaillant un sol un peu neigeux. Là, cette fois, c'est avec le gris argent de... Je crois que c'est comme ça. Il s'appelle pas comme ça. Ciel argenté, je sais plus son nom, toujours chez Isaro, qui est un petit gris en fait argenté. C'est juste pour travailler mon sol moi visuellement, mais de toute façon quand je vais le mettre alors vous, si vous travaillez un format de carte seulement sans mettre dans la boule, vous avez besoin de créer votre sol. Moi, je vais mettre quelque chose en fait dans le fond de ma boule, du coup on le verra plus. Mais moi visuellement, quand je travaille ma scène, ça me permet en fait d'avoir une scène complète. En fait, j'ai besoin de travailler quand même si je sais qu'après on ne le verra plus. Voilà, donc ça c'est pour le sol. Ensuite, je travaille les petites feuilles sur le haut. Donc j'ai fait un tamponnage de feuilles là en termes de composition pour fermer en fait ma scène. C'est-à-dire que il aurait fallu autrement que j'assombrisse un petit peu plus encore le haut de ma boule pour avoir un côté comme ça un peu cocon pour qu'on n'ait pas une ouverture vers le haut, quoi. Ça c'est en termes de composition, moi ce qui se passe un peu dans ma tête. Donc j'ai besoin de fermer, donc je ferme avec ce feuillage et je ferme aussi avec la couleur que j'utilise. Ici, mon élément principal c'est la maison et la couleur dominante c'est la couleur que j'ai utilisée pour le toit de la maison. Donc, et c'est le seul endroit en fait dans ma scène où j'ai cette couleur-là. Les sapins, eux, sont beaucoup plus doux et viennent vraiment illustrer en fait la scène, mais ne sont pas les éléments principaux. Donc j'avais besoin de réutiliser la couleur que j'avais utilisée pour la maison à un autre endroit, et du coup je l'ai fait en fait sur chacune des feuilles et sur le haut pour que ça ferme vraiment en fait, qu'on ait une impression de cocon encore une fois et que ça ferme vraiment la mise en page. J'utilise les mêmes couleurs que pour le toit de la petite maisonnette. Et puis, je viens travailler du plus foncé au plus clair, donc du plus foncé à la base de la feuille. Et ensuite, plus ça va et plus j'éclaircis. Donc,
deux méthodes encore, je vous le dis tout le temps. Soit on utilise les pigments sur le papier sec pur, pas pur, mais presque pur, très foncé en tout cas, très peu dilué à la base. Et ensuite, je rince mon pinceau, je garde un peu d'eau dans les poils du pinceau, mais pas trop non plus. Et je viens étirer ma couleur comme ça, en fait, jusqu'au bout. Ou alors, on mouille d'abord la feuille avec de l'eau claire et ensuite on met le pigment très foncé à la base de la feuille et on laisse le papier diffuser ou on peut l'aider un petit peu. Les deux méthodes, encore une fois, je pense qu'il faut tester les deux et voir ce qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de meilleure ou de moins bonne méthode, c'est juste une question là encore une fois, de pratique. Et puis, moi, je vous le dis, hein, je le fais un coup l'une, un coup l'autre, ça dépend comment, voilà. Si j'ai mon pinceau qui est déjà chargé en pigment, je vais commencer par mettre la couleur d'abord, mais bon, voilà. Après, il n'y a pas vraiment de règles. J'ai fait plusieurs couches sur mes feuilles pour bien intensifier, qu'elles se détachent bien de mon fond qui était un petit peu plus foncé vers le haut. Là, je suis en train de faire des gouttes de Posca blanc pour travailler un ciel enneigé. Et j'ai ajouté un petit peu de crayon gel pailleté doré, donc c'est les crayons hybrides de Pentel que j'utilise ici pour travailler l'intérieur de la fenêtre, qu'on ait l'impression qu'il y a de la lumière dedans, et puis un petit peu sur la porte. Et j'ai fait des petits pois aussi, des petits pois dorés au niveau des feuilles en haut, pour apporter un petit peu d'éclat. Là, vous avez vu mes deux palettes. Donc, la grande palette, c'est principalement des godets sonneliers. Et la petite, dans la boîte comme ça, en plastique, c'est les aquarelles Isaro. Là, je vous montre le verso de la boule. Donc, j'ai réutilisé le tampon Snowflake. Et exactement comme la vidéo que je vous avais faite avec la carte allongée, même technique, sauf que je n'ai pas rehaussé le flocon avec des crayons de couleur cette fois, mais je l'ai fait avec mes aquarelles, tout simplement en travaillant par-dessus un jus très dilué de rose nacré. Et je suis venue travailler comme ça mes contrastes. Et ensuite, je l'ai tamponné 2 fois à part mon petit flocon et j'ai détouré et je les ai collés en effet 3D. Voilà, donc rien de particulier. Et là, vous voyez donc la carte ronde dans la boule. J'ai mis des petites paillettes dorées dans le fond et on a vraiment l'impression d'avoir un sol neigeux mais complètement pailleté. Ça fait un petit tapis comme ça, super sympa. Et là, vous voyez, voilà la scène. Donc, vous voyez, on a vraiment l'impression d'avoir... Le côté rond, là, comme ça, donne vraiment cette impression de cocooning, comme ça, d'une petite maison posée dans un sol de paillettes dorées. Et puis, et le côté bombé est renforcé, forcément, par l'effet du globe de la boule en plexi. J'ai ajouté aussi un petit fil doré pour pouvoir suspendre la boule et un deuxième que j'ai juste noué comme ça, juste au-dessus. Et puis, comme ce sont des petits fils un peu métallisés, ça a tendance à glisser un peu. En fait, le nœud peut se défaire très rapidement. Donc, j'ai juste mis un petit point de colle, un petit peu de tacky glue sur le nœud pour bien le laisser bien serré. Et pareil, en fait, sur l'attache, pour éviter que ça s'en aille. Et d'habitude, je mets du scotch tout autour de la boule pour la sceller. Bon, là, elle se fermait bien, donc j'en ai pas eu besoin. On verra si la boule s'ouvre sur le bureau et déverse ses paillettes, on verra. On aura un effet de surprise. Mais normalement, ça devrait bien rester fermé. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette petite carte au format rond vous aura plu. Et puis, on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo pour Show & Flower. Au revoir.